Merci beaucoup d'être avec nous, bienvenue. Romaric Ludinard est avec nous, maître de conférence à l'IMT Atlantique, membre de l'IRISA. Merci pour cette masterclass, présentation d'un projet ANR de l'Agence nationale pour la recherche et mise en œuvre d'identité auto-souveraine sur architecture publique. On va tout savoir dès maintenant. C'est parti pour 25 minutes avec une session de questions-réponses. Très bien. 1, 2, si. Très bien, merci pour l'introduction. Donc, ça a été dit, je suis maître de conférence chez IMT Atlantique au sein du département système réseau, cybersécurité et droit du numérique. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la sûreté de fonctionnement et les systèmes distribués à grande échelle. Voilà. Et donc, je suis rattaché à une équipe qui s'appelle Sauterne, qui existe depuis le mois de janvier. Et par ailleurs, je suis responsable du master spécialisé en cybersécurité, dont on a un bon représentant ici. Voilà, et donc on va parler d'identité auto-souveraine. Alors 3 temps dans la présentation. L'identité, c'est quoi? Comment on peut faire des portefeuilles d'identité et une présentation des enjeux qu'on va adresser dans le cadre de ce projet Bécassine. Donc l'identité, quand on fait de la sécurité, c'est quelque chose qu'on utilise souvent parce que c'est nécessaire à la confiance. On est obligé d'être capable de reconnaître, identifier un participant ou un processus pour être capable de dire s'il a le droit, si on peut lui faire confiance, on peut faire des mécanismes de réputation. Une fois qu'on est capable de faire ça, eh bien, on va être capable de gérer des autorisations, ça a été évoqué tout à l'heure par David, de dire telle personne a le droit de faire telle chose sur tel réseau, sur tel système, ce genre de choses, et telle autre non, parce que je ne la connais pas ou parce que je sais qu'elle n'a pas le droit, parce que par exemple, il est étudiant, il n'a pas accès au réseau des profs. Et enfin, c'est nécessaire pour les questions d'imputabilité, c'est-à-dire être capable de tracer les différentes actions des différents participants qu'on a autorisés à faire certaines choses. Et être capable de leur taper dessus si jamais ils sortent des bornes des limites. Du coup, ça pose la question de ce qu'est l'identité. Et en fait, je suis allé dans le dictionnaire, c'est pas très clair. En fait, le Larousse nous donne une définition qui est le caractère permanent ou fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité. On n'a pas besoin de connaître nécessairement le nom de quelqu'un pour être capable de le désigner. Par exemple, dans l'assistance, si je vous parle de quelqu'un qui a une chemise à carreaux, vous trouvez tout de suite qui c'est. Si je vous parle d'un grand chauve au premier rang, c'est pareil. Je ne vous connais pas debout par contre, donc je ne sais pas. Grand chauve et barbu. On peut aller plus loin, donc là on est vraiment sur la question de l'identité, et pas numérique, l'identité. C'est ensemble de données qui permettent d'individualiser quelqu'un. Et là, on arrive sur des notions un peu plus légales, date et lieu de naissance, nom, prénom, filiation, ce que vous faites classiquement vis-à-vis de l'État quand vous allez faire renouveler vos papiers d'identité. Donc on sent bien que ça permet de distinguer, qu'il y a une notion de contexte, parce que autant pour Ludo, j'avais pas besoin de sa date de naissance, si on parle de sa carte d'identité, je vais en avoir besoin. Et je la connais pas. Donc il y a une notion juridique, alors j'ai pris celle de Wikipédia, que je ne vais pas lire, mais qui rapporte à la notion de citoyen. L'identité elle est attribuée aux citoyens. Donc si vous n'êtes pas né et déclaré en mairie, vous n'êtes pas citoyen, vous n'avez pas d'identité. Et c'est un problème dans beaucoup de pays dans le monde, le fait de ne pas avoir d'identité légale. Ça fait partie des objectifs de développement durable de l'ONU, le 14 je crois. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, cette identité, on veut être en mesure de tracer sans équivoque, à l'échelle des citoyens, la même personne et sur un aspect temporel, depuis sa naissance jusqu'au décès. Et peut-être après d'ailleurs, mais au moins là-dessus. Encore, c'est après. Donc là, on rajoute des aspects de preuve, des aspects de non équivoque et des aspects temporels. Donc ça, c'est l'aspect juridique. Alors, il y aura une présentation plus générale cet après-midi là-dessus. Les identités, on les utilise aussi en ligne, typiquement, ou des pseudonymes. Alors, en ligne, vous avez certainement un compte Twitter, un compte je sais pas quoi. Pour chacun, vous avez une identité. Et certaines personnes, quand elles sont assez connues, ont le droit de mettre leur pseudonyme sur leur carte d'identité. Donc c'est une reconnaissance, quelque part, par les papiers de l'État. Il y a des contraintes, mais voilà, ça existe. Et donc c'est exactement ce que vous faites en ligne, parce que vous avez à chaque fois des pseudonymes. Sauf que ces pseudonymes, ils vont être
restreint au service que vous utilisez. On peut être Toto 35 sur un service, grand chef de la recherche sur un autre, et ainsi de suite. Mais ça ne change pas le problème. C'est juste que finalement, on va se balader avec un certain nombre d'identités. Peut-être de la même manière que moi, vous avez un badge d'accès au boulot, mais vous avez aussi un badge d'accès pour aller manger, puis un autre badge pour je sais pas quoi. Donc vous vous baladez avec une collection d'identités. C'est un peu chiant, donc on peut aller un peu plus loin. En fait, on peut fédérer des identités pour simplifier la vie des utilisateurs. Typiquement, c'est ce que vous trouvez sur beaucoup de sites web maintenant. Vous pouvez vous loguer avec votre compte Google ou votre compte Facebook, ce genre de choses. Dans ces cas-là, ces fournisseurs-là se présentent comme des fournisseurs d'identité. On ne va pas vérifier légalement l'identité qu'il y a derrière, mais par contre, ils sont en mesure de donner une preuve d'identité pour chacun des sites. Et d'ailleurs, ils la donnent à chaque fois qu'on leur demande. Et ça, donc ça, on en est là aujourd'hui, globalement. Et ça pose certains problèmes, voilà, au point que justement je sais plus quoi, président de la Commission européenne a dit il y a pas longtemps que effectivement, c'est finalement une délégation de cette gestion de l'identité auprès de gens et typiquement Facebook, Google, voilà, on ne sait pas ce qu'ils font quand on va demander à ce qu'ils attestent d'une identité ou qu'ils nous créent un compte pour eux sur un autre site. Et on n'a pas non plus la certitude qu'ils ne peuvent pas exercer de censure sur cette identité. Typiquement, certains sites où vous n'auriez pas le droit d'aller parce que ce n'est pas dans la politique de ce fournisseur d'identité. Et donc, il y a une initiative, on va dire, au niveau de l'Europe, d'être en mesure de déployer une identité fiable, transfrontalière, au niveau européen, et qui permettrait n'importe quel usage. Donc, payer ses impôts, bien sûr, mais potentiellement louer un vélo, ce genre de choses. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est que ça va permettre aux citoyens européens de gérer leurs données et comment on va les utiliser. En fait, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Le règlement EIDAS, dont Claire vous parlera tout à l'heure, ça doit dater de 2014 et va permettre de définir ce que c'est que l'identification électronique. Qu'est-ce qu'un service de confiance et qu'est-ce qu'on va mettre comme document potentiellement avec ça. Bon. Il y a une partie qui n'est pas très claire. L'idée, c'est de vouloir mettre un cadre d'interopérabilité entre les différents États membres qui participent à ça. Et ça c'est carrément plus discutable, de promouvoir un développement du marché de la confiance numérique. Donc en gros, on permet finalement à tous les gens qui se raccrochent là-dessus de se mettre comme prestataires de confiance, d'être rémunérés, et voilà. Bon. Donc il y a une notion qui est apparue plus tard, qui est la notion de portefeuille européen numérique, et qui va permettre justement un peu plus ce que disait la présidente de la Commission, donc de s'identifier en ligne et hors ligne, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Donc là, vous pouvez, via on ne sait pas quoi, donc a priori plutôt un device type smartphone, mais pas que, vous identifier dans ces cas-là, conserver un certain nombre d'enfants qui sont labellisés par l'État, d'autres non, qui sont des attributs, parce que par exemple, c'est votre carte d'adhérent au club de je ne sais pas quoi. Voilà. Et de conserver, d'échanger des informations, tout ça au niveau européen. En fait, donc ça c'est fait, déjà ça commence à être fait au niveau français via le projet France Identité. Donc avec les nouvelles cartes d'identité, vous avez des puces dedans qui permettent d'interagir avec un téléphone qui aurait une techno NFC pour faire des challenges dessus et prouver votre identité en ligne. Et donc celle-là, elle n'est pas encore conforme à EIDAS 2, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, et en fait, tout ça, ça va se raccrocher à une notion qui est un peu plus ancienne, qui est la notion d'identité autosouveraine, tout ça pour en arriver là, qui va définir en fait un certain nombre, va pas donner de définition de ce qu'est une identité, mais va définir un certain nombre de propriétés que vous devez garantir si vous voulez que cette identité, elle soit gérée par les utilisateurs. Et donc entre autres, il y a la notion de l'existence, on doit être capable à tout instant de prouver qu'on existe bien. Les utilisateurs gèrent leur identité, ils ont accès à tout moment à leurs propres données, les algorithmes doivent être transparents, les données sont pérennes puisqu'elles doivent nous suivre du décès jusqu'à la mort, l'interopérabilité, tout un tas de choses, des choses qui reviennent sur un peu les notions de RGPD, donc le consentement et le principe de minimisation de la divulgation des données, et ce genre de choses. Et donc ça se raccroche assez bien
aussi à l'évolution du règlement UIDAS, qui est la version 2, et qui introduit de nouvelles choses, entre autres la notion, cette définition-là qui est en anglais, de ledger, donc de registre, on va dire, et qui nous dit qu'on peut avoir un registre électronique qui doit être inaltérable et qui doit pouvoir prouver l'authenticité des données qu'il contient, ainsi que leur séquencement dans le temps. Voilà. Et donc, si on a suivi juste un des mots-clés dans la présentation, en fait, on en arrive à ce projet Bécassine. Ça fait penser assez rapidement à une notion de blockchain, parce qu'en fait, il y en a plein. Donc, blockchain, c'est un ensemble de protocoles et des structures de données. C'est pas que celle de Bitcoin ou celle qu'on trouve chez Ethereum. Voilà. Et ces protocoles, ils sont exécutés par un ensemble de participants qui peut être prédéterminé ou pas, et qui vise à historier les transactions. Alors, dans le cas de celles que vous connaissez, en général, c'est les transactions financières, pour Bitcoin, par exemple, ou des pas de calcul, dans le cas d'Ethereum avec les smart contracts. Et tout ça, en fait, le but du jeu de tout ça, c'est de calculer tout ou partie de l'état du monde. Donc, dans Bitcoin, ça permet de calculer qu'est-ce qui est dépensable à tout instant. Voilà. Alors là, on sent bien que ce n'est pas des transactions financières, donc ça va poser d'autres idées. Ce qui est sûr, c'est que en fait, il y a des notions d'identifiants distribués qui sont définies au niveau du W3C, et également des notions de preuves vérifiables, un peu dans le style de ce qui était expliqué avant. On va être capable de prouver l'interaction entre deux participants. Et donc potentiellement votre interaction avec un service de l'État qui va valider votre identité. Ou d'autres choses comme vous avez déposé votre voiture au parking et donc du coup on vous offre un ticket de bus pour ne pas engorger la ville. On peut construire des choses comme ça du moment qu'on est capable d'historiser les interactions entre différents participants. Là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans la définition européenne, on n'est pas dans une notion... Là, je galope en fait. On est bien sur une notion de registre et pas sur une notion de blockchain. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il y a une certaine neutralité de la définition, dans le sens où ils veulent ouvrir un marché de la confiance numérique. Et donc se pose des questions de est-ce qu'on peut prendre un registre qui est centralisé ou un registre qui est distribué? Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ce registre il est permissionné? C'est-à-dire qu'on connaît l'ensemble des acteurs qui vont mettre à jour ce registre? Ou au contraire, il est public? Et donc là, on ne les connaît pas, et avec les questions que ça peut poser en termes d'infrastructure. Les structures de données qu'on manipule et la nature de leur application. Est-ce que tout le monde stocke les données de tout le monde ou est-ce qu'à l'inverse, chacun stocke les siennes? Et donc, en fait, il existe aujourd'hui des solutions qui font ça dans certains contextes, mais pas en architecture publique. Donc, typiquement, ce que vous retrouvez dans les chaînes type Bitcoin, Ethereum, Avalanche et d'autres. Et c'est un peu le but de ce projet, c'est de regarder ces mécanismes-là et de se demander pourquoi il n'y en a pas, en fait, aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on n'en a pas parce que sur les architectures qu'on a aujourd'hui, on a un certain nombre de problèmes qui empêchent clairement de porter ce genre de solution sur un téléphone. Typiquement, il y a une question d'adaptation au débit, puisque la plupart de ces structures-là sont faites pour créer des blocs de taille constante à délai constant. Donc on en déduit un débit d'enregistrement potentiel des transactions. Ce qui fait que derrière, on introduit des délais d'enregistrement dans ces transactions. Donc, ce n'est pas utilisable au quotidien. Vous ne pouvez pas aller payer votre café avec un Bitcoin, enfin en utilisant Bitcoin. Et l'autre mécanisme, c'est que comme on a des frais, un mécanisme d'engorgement, en fait, on crée un mécanisme d'incitation à créer des frais pour les transactions et l'enregistrement. Ça veut dire que si on portait ce qui se fait aujourd'hui sur ces mécanismes-là, l'utilisation de votre identité, en fait, deviendrait payante. Puisqu'à chaque fois que vous voulez enregistrer quelque chose dans la structure de données, ça vous coûte quelque chose. Ce n'est pas très cohérent avec les propriétés d'avant. Alors, il y a d'autres approches qui existent, qui se branchent au-dessus et qui utilisent d'autres hypothèses, mais on peut investiguer des structures alternatives plutôt que d'utiliser des structures de type ligne chaînée. Il existe des structures qui sont de type graphe orienté acyclique qui permettent de s'adapter à ça, mais pas totalement. Les structures en treillis, ce qui est fait dans Nano, par exemple. Voilà, donc c'est les choses qu'on souhaite investiguer dans ce projet. Un autre verrou qui existe, c'est l'empreinte mémoire, puisque aujourd'hui, toutes ces choses-là, elles sont par nature
append-only. Et donc, on va ne faire qu'empiler, empiler et empiler des données dessus. À titre d'exemple, aujourd'hui, c'est plus de 300 gigas pour démarrer une chaîne Bitcoin. Vous vous connectez au réseau, vous récupérez 13 ans d'historique, c'est 360 gigas. Bon, c'est 1 Tera dans le cas d'Ethereum. Donc ça, on sent bien. Pareil, si on regarde les capacités de stockage des téléphones aujourd'hui, ça passe pas. Et ça va être de pire en pire. Donc ça, c'est pareil. Il y a des choses à investiguer. Alors typiquement, il y a des choses qui existent. Alors, avec des structures de type liste à enjambement ou skip list en anglais. Des tables de hachage distribuées, des treillis encore, qui peuvent être une solution pour contourner ce mécanisme-là. Et enfin, dernier mécanisme, c'est que dans les systèmes publics, aujourd'hui, vous ne connaissez pas l'ensemble des participants qui mettent à jour votre registre partagé. Et donc, il y a un mécanisme classique, on doit mettre en œuvre un mécanisme d'élection de leader pour savoir qui met à jour. Et ce mécanisme, il doit être résilient à ce qu'on appelle des attaques civiles, c'est-à-dire des gens qui voudraient surcharger artificiellement le système pour en biaiser le comportement. Un des mécanismes classiques qui existent contre ça, c'est les mécanismes de preuve de travail. Je pense que tout le monde a entendu parler, on inverse des fonctions de hachage, ça sert à rien, c'est un scandale écologique et ça coûte plein d'énergie. Par contre, ça marche. Mais en fait, sa consommation énergétique, vous ne pouvez pas l'envisager clairement sur un smartphone parce que vous n'allez pas tenir la journée. Donc en fait, pareil, vous ne pouvez pas utiliser comme vous souhaitez votre identité au cours de la journée. Il y a d'autres mécanismes qui existent, typiquement la preuve d'enjeu par exemple, mais qui nécessitent d'autres hypothèses de travail et typiquement que les participants soient tous connectés et synchrones. Ça veut dire qu'on a des hypothèses de travail sur les délais d'acheminement des messages et la capacité à traiter le calcul en temps contraint. Mais en fait, il y a un autre aspect aussi qui est compliqué dans tout ça, indépendamment du mécanisme d'élection de leader qu'on va choisir pour mettre à jour le système. C'est qu'en fait, comme on est dans des mécanismes publics où le principe, c'est qu'on ne fait pas confiance, mais on est capable de vérifier, la vérification de ces structures de données, en fait, elle coûte un rein. Parce que vous passez votre temps à vérifier le bon chaînage et à vérifier que les réponses au challenge correspondent bien au challenge qui était demandé, et ainsi de suite. Et donc, en fait, il y a toute une vérification crypto qui est extrêmement coûteuse. Voilà, donc en fait, le but du jeu dans ce projet, c'est d'adresser ces verrous-là. Donc on a 2-3 idées un peu que j'ai présentées. Juste pour conclure, donc, en fait, d'une manière générale, l'identité, c'est pas clair. Il y a une différence entre l'identité et les identifiants. Sur ce contexte d'identité auto-souveraine, en fait, il y a tout un tas d'initiatives à différents degrés. En France, il y a des choses au niveau du ministère de l'Intérieur, sans surprise. Au niveau de l'UE et donc au niveau de l'ONU, comme je disais tout à l'heure. Claire vous présentera plus spécifiquement les évolutions du règlement EIDAS cet après-midi. Et c'est intéressant. Voilà. Et sur les aspects blockchain, chose importante, c'est pas une réponse ultime à un problème qui est mal posé. Parce que vous voyez que là, j'ai pas tout à fait défini ce problème, et on y pense, mais voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un grand ensemble de choses derrière, donc de structures de données, d'algorithmes, d'hypothèses de travail qui vont varier suivant ce qu'on va en faire. Voilà. Et je crois que je m'arrête là. Voilà. Et je m'arrête là, donc je peux prendre des questions si vous avez. Voilà, quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour Romaric Ludinard, maître de conférence à l'IMT Atlantique et membre de l'IRISA. Allez, vos questions, si vous en avez, dès maintenant. C'est la première qui est la plus difficile à poser. On se lance. Allez, monsieur. Là, bonjour, merci pour la présentation. Vous parliez des blockchains publics qu'on connaît traditionnellement avec du POS ou du POV. Est-ce que vous avez aussi réfléchi à tout ce qui va être POA et peut-être blockchain de consortium? Alors on n'est plus dans les systèmes publics, mais au moins ça permettrait de garantir un contrôle. Enfin, je ne sais pas, tout dépend quel est l'objectif final, mais ça pourrait être une des solutions. Alors pour le coup, je pense que il y a des expérimentations qui sont un peu demandées au niveau de l'Europe. Et je pense qu'une des idées qu'il y a derrière, c'est effectivement d'avoir un mécanisme sur chaîne permissionnée, donc de consortium, entre les différents nœuds EIDAS des différents États. Donc voilà. Alors après, ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas vocation à censurer, ils jouent dans leur espace.
Mais en fait, la notion d'identité auto-souveraine, elle peut aller bien au-delà de la notion européenne. C'est un cadre qui va bien là, mais finalement, être capable de vous pointer aux États-Unis avec une preuve que vous êtes majeur et que ou vous avez un permis en France sans le dévoiler, ça peut être intéressant. Et donc là, on passe sur un domaine qui va être transfrontalier. Et donc, quelle autorité aurait des nœuds européens pour valider ces choses-là si on n'a pas l'interopérabilité? Alors oui, c'est plus simple. On imagine qu'il y a moins de censure parce qu'il y a un partage de la responsabilité entre les différents nœuds des États membres, mais ça pose ses limites. Donc si on peut le faire en public, allons-y. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. La problématique, c'est que sur les blockchains publiques, il n'y a pas d'engagement de SLA. À un moment donné, si pour X ou Y raison, il n'y a plus d'intérêt des validateurs d'être présents dans la blockchain, on peut se retrouver avec un uptime extrêmement faible et peut-être avec une blockchain qui est contrôlée par une minorité d'acteurs par la fuite des autres. Alors ça existe typiquement dans les chaînes à preuve de travail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous ne lancez pas une chaîne à preuve de travail parce que vous allez vous faire pawner par des groupes assez importants. Mais typiquement, Nano, dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure, c'est pas du tout une structure de liste chaînée qui est répliquée chez tous les participants. En fait, c'est une structure de treillis entre les participants. Et chaque utilisateur, en fait, ne va stocker que des données qui le concernent. Et en fait, donc, des données qui concernent une signature avec les paiements qu'il a eus, mais il garde que la sienne. Et donc c'est là, dans Nano, ce qui est compliqué, c'est d'aller vérifier l'état de la chaîne qui est distante, parce qu'on n'a pas tout. Ce qui est offert par celle où on stocke tout chez soi. Et donc, ça veut dire plus petite chaîne, ça veut dire, il n'y a plus de mécanisme central lié à un algorithme comme ça qui serait lié à une population qu'on ne connaît pas, enfin, 2-3 trucs intéressants. Voilà pour cette question. Avez-vous une autre question? Ça a l'air tout bon. Merci beaucoup. Applaudissements encore pour Romaric Ludinard.